Et nous terminons cette séquence sur les grands sites archéologiques d'Afghanistan par une présentation de Rocco Rante, qui est archéologue au département des arts de l'islam et qui a maintenant depuis une dizaine d'années deux chantiers, l'un dans l'oasis de Bukhara en Ouzbékistan et l'autre en Iran oriental. Et il va évoquer devant nous cette grande région historique que l'on appelle le Khorasan et qui englobe une partie de l'Afghanistan. Mesdames et messieurs, chers collègues, je voudrais tout d'abord remercier les organisateurs de cette journée consacrée au centenaire de l'ADAFA de m'avoir invité, malgré mes liens avec l'ADAFA ont été indirects. En effet, bien que travaillant sur ce vaste territoire appelé le Grand Khorasan, qui englobe entre autres la partie septentrionale de l'Afghanistan et sur lequel j'y reviendrai, je n'ai pas encore travaillé en terre afghane. C'est pour cette raison que j'ai donc décidé de faire ici une courte présentation de mes recherches autour de cette région et de rentrer ensuite dans le contexte d'AFA à travers une partie du travail de terrain de notre regretté Shahriyar Adl, archéologue au CNRS, qui a contribué aux opérations de la délégation archéologique française en Afghanistan depuis les années 2000 et jusqu'à sa disparition en 2015. Cette dernière partie sera notamment consacrée aux activités de sauvegarde du patrimoine architectural, mais aussi mobilier, auxquelles Shahriyar Adl s'est livré depuis toujours, en Iran particulièrement, et plus tard aussi en Afghanistan, souvent en partenariat avec l'UNESCO. Mais tout d'abord, quelques mots sur les recherches autour du Grand Khorasan. Le Grand Khorasan est une notion récente pour définir, pour faire simple, un Khorasan qui est plus grand du Khorasan iranien, région administrative à l'est de l'Iran. Comme je l'ai dit, elle englobe la partie septentrionale de l'Afghanistan, mais aussi une grande partie du Turkménistan méridional, ainsi que l'Iran nord-oriental. Ici, je vous montre en rouge les frontières administratives de l'Iran actuel, qui sont divisées en 3 provinces, Khorasan et Shomali, Khorasan et Razavi et Khorasan et Junubi, et puis l'hypothèse du Grand Khorasan en bleu. Du point de vue chronologique, il est pour le moment encore difficile de donner une origine à cette entité politique et géographique. Il est toutefois probable que cette notion spatiale ait fait son apparition à partir du VIe siècle de notre ère, moment où l'Empire sassanide étendait son territoire jusqu'en Afghanistan et où l'atelier monétaire de Bactre semble s'activer, comme le rappelle Rika Gislen dans un article paru il y a quelques années. Ici, c'est un peu l'évolution des frontières de l'Empire sassanide. Voilà, ce qui nous intéresse maintenant, c'est la ligne bleue. Or, du point de vue culturel, la perspective pour l'identification d'un Grand Khorasan change. En 2015, j'ai mené une étude autour de 2 concepts, le Khorasan propre et le Grand Khorasan, essayant de délimiter les frontières de ce territoire et de définir un moment où celui-ci était embryonnaire et son développement. Si on allait à rebours dans le temps, mes recherches se sont arrêtées à l'époque parthe, où l'on remarque un paradigme culturel uniforme dans toute la région de l'Iran oriental, du Turkménistan méridional, ainsi que d'une partie de l'Afghanistan occidental, et qui en revanche se détache bien, par exemple, du Zagros à l'ouest. Les recherches archéologiques que je mène aujourd'hui dans la vallée de la Trek, en collaboration avec le docteur Messam Labaf, les autorités iraniennes, bien sûr le musée du Louvre, et en partenariat avec la commission de fouilles du ministère des Affaires étrangères et l'équipe centrale du CNRS, ne font que confirmer cette hypothèse. Alors ici, je vous montre les différents sites, donc la vallée de la Trek qui se trouve ici, puis la plaine de Nishapur, un peu plus au sud, l'aire de Robat Sefid Bazehur. Vous ne le voyez pas, mais c'est très petit, l'aire de Zuzan, où Shahriyar Adl a travaillé beaucoup. Au nord, dans le Khorasan et Razavi, partie septentrionale, la plaine de Dargaz. Et puis je reviens à la vallée de la Trek, où nous travaillons sur cette carte archéologique
où l'on montre pour l'instant l'évolution de peuplement à partir du chalcolithique, âge du fer, achéménide, époque parthe, sassanide et enfin islamique. En outre, cet article a été repris récemment par Raffaele Bichon et Ali Vardati au terme de leurs réflexions sur la civilisation de l'Oxus, afin d'appuyer davantage les résultats de leurs recherches sur une possible, je cite les auteurs, civilisation du Grand Khorasan, et dont la surface couvre en partie le territoire dont je vous ai parlé au début, voulant ainsi souligner une longue continuité culturelle. Du point de vue du long terme, nos recherches montrent plutôt une alternance de continuité et de rupture selon les époques. Pour ne citer qu'un exemple dans un contexte de continuité, au 1er siècle de notre ère, l'osmose culturelle entre Kushan et Parthe est très forte. Et cela dépasser même les frontières naturelles de l'Oxus jusqu'à l'oasis de Bukhara, ici. À l'époque sassanide, l'emprise sur la partie orientale de ce grand territoire a été éphémère, au moins jusqu'au VIe siècle, quand, sous Khosrow, cette région était vue comme un ensemble et comptait 4 capitales, que vous voyez marquées ici, Merv, Nishapur, Balkh et Herat, plus au sud. Au début de l'époque islamique, le Khorasan a été souvent identifié comme pour définir les territoires assujettis à l'est, le toponyme indiquant tout simplement la place où le soleil se lève, ce qui a élargi considérablement la zone, comme l'indiquent certains sources arabes, en incluant ainsi les villes de Samarcande, Bukhara et jusqu'au Ferghana. Puis, déjà au Xe siècle, le Grand Khorasan retrouvera sa frontière orientale d'antan sur l'Oxus. À l'égard de l'oasis de Bukhara, où nous travaillons également, dans ce contexte de Grand Khorasan, elle peut être considérée, à mon avis, comme un thermomètre des influences culturelles venant de cette région, au moins à certaines époques. Ce programme de recherche sur une zone si vaste, dont la surface est d'environ 500 000 km², celle de la France métropolitaine est de 543 000 km², vous voyez, c'est comme travailler sur toute la France, ne peut que se faire sur le long terme. D'un côté, ciblant des régions d'études particulières comme celles périphériques, comme cela a été le cas, même celles périphériques comme cela a été le cas, entre autres, pour l'oasis de Bukhara, au nord-est, ou Zuzan, dans la partie sud du Khorasan central, Khorasan et Razavi, et avoisinant la région d'Herat, il y a quelques dizaines de kilomètres. De l'autre côté, l'étude de la littérature scientifique et le suivi des travaux menés par la DAFA en Afghanistan ont été et restent indispensables. En ce qui concerne la ville ancienne de Balkh et de sa région, les publications et surtout les nombreuses activités de la DAFA et les scientifiques français, que la DAFA et les scientifiques français y ont menées aident à compléter ce cadre historique et culturel si vaste. Parmi toutes ces opérations, dont la fouille archéologique a été au centre, la DAFA a également beaucoup travaillé sur la protection du patrimoine, afin de le sauvegarder, bien sûr, mais aussi dans l'intention de le restituer à la conscience commune afghane, toujours en partenariat avec l'UNESCO. Dans le cadre de la DAFA, sous la direction de Roland Bézenval, sous l'égide de la commission des fouilles du ministère des Affaires étrangères, présidée à l'époque par Jean-François Jarige, et avec des financements de l'Aga Khan pour la culture, Shahriar Adl a donc travaillé sur ces divers aspects, menant ainsi des activités de fouilles, de reconnaissance, d'études, non seulement sur la région de Bactre, mais aussi à Herat, Bamiyan, Messenak, Jam, etc., etc. Et si je voulais vous montrer cette newsletter en diary publiée par l'Aga Khan pour la culture, où l'on voit les quelques parmi les activités menées de sauvegarde du patrimoine, de la mosquée No Gombadan jusqu'au Badakhshan, en passant par le mausolée Khoja Parsa. Haji Piadeh, la mosquée de Balkh, ou No Gombadan, dont l'origine de sa première fondation autour de 772 a été livrée suite aux découvertes archéologiques de Shahriar Adl, a subi de gros travaux de restauration et de consolidation. En effet, avant les fouilles archéologiques, Shahriar Adl a conduit un long travail d'observation attentive de la structure en briques crues, ainsi qu'une inspection des décorations en stuc. Comme vous le voyez ici dans les rapports, l'analyse s'est focalisée rapidement sur sa partie centrale, et puis s'est aussi développée sur les parties autour.
ces photos viennent des différents rapports que Shahriar a publiés. Ici, une photo des années fin 70, début 80, où l'on voit ce monument dépourvu de couverture, la partie centrale dont je vous ai parlé, et les premiers dégâts qui commencent à se voir. Et ici, donc, au début des travaux, voici déjà une couverture, le monument est protégé, et encore, voilà, si on zoome sur la partie centrale, ce pilier, un peu rudimentaire, mais qui quand même commence à tenir cet arc. Et puis voilà l'analyse effectuée dans les différents rapports avec les architectes et les restaurateurs. Ici, je vous montre juste quelques images. Donc, analyse sur l'arc. Ensuite, voilà, sur les parties extérieures à cette partie centrale, sur les stucs, bien évidemment. Et encore ici, sur le même arc, d'une partie et de l'autre, à gauche et à droite, que vous voyez sur cette photo. Et puis une photo plus générale de voilà, du chantier dans les années 2000. Et donc, je vous ai parlé de la fouille archéologique qui a livré une mosquée en Sévélie, juste au-dessous, dont je vous montre ici la fouille du mihrab, avec les décorations découvertes. Tout ça est bien sûr publié sur différents formats, Académie des inscriptions des belles-lettres et d'autres articles. Qui a pu donc redater cette mosquée, au moins la partie en Sévélie, à la deuxième moitié du 8e siècle. Et puis d'autres monuments, comme le mausolée Khoja Parsa, dédié au cheikh Naqshbandi, mort au 15e siècle. Et vous voyez ici, au début, pendant les premières prospections, voilà, la documentation du monument, qui montre effectivement des dégâts dans la structure ainsi que dans sa décoration architecturale. Et puis, voilà, le début et la poursuite des chantiers de consolidation et de conservation menés, bien sûr, avec les financements de l'Aga Khan pour la culture, et vous pouvez trouver aussi tout ça dans les rapports publiés sur le site de l'Aga Khan même. Dans ses prospections sur le territoire, Shahriar Adl était habitué à reconnaître l'importance des monuments et la gravité de leur état, comme dans ce cas où il photographie cette khanka, lieu où les soufis derviches se réunissaient, étudiaient, priaient. Celle-ci, une khanka dédiée à Jalal-ad-Din Muhammad Rumi, poète et théologien, mais surtout soufi mystique vécu au XIIIe siècle, connu dans tout le Grand Khorasan ainsi qu'ailleurs. Toujours dans ce cadre de sauvegarde du patrimoine et de la DAFA, Shahriar Adl était très attentif aux zones de pillage. On en a vu un exemple juste avant. Comme ici dans cette photo montrant les fosses de pillage à Tepe Zargaron, ou bien ici en haut de Takht Rostam, où il prend un point GPS. Les activités liées à la délégation archéologique française étaient aussi celles de prospection archéologique. Voici ici un site documenté, prospecté par la mission au nord de Bactre. Et puis nombreuses ont été les prospections faites à Chechmey et Chafa, déjà mentionnées par Étienne de la Vessière. Vaste site à une vingtaine de kilomètres au sud de Bactre, fondé sur les rives de la rivière de Balkh, à l'époque achéménide. Et pour des informations plus éclairées, je vous renvoie à la communication publiée dans les comptes rendus de l'Académie des inscriptions et des belles-lettres par Roland Bézonval et Philippe Marquis en 2008. En ce qui concerne le site de Bactre, la documentation faite sur l'ensemble de ce patrimoine est immense. Je ne montre ici que deux clichés, vraiment, des remparts réalisés par l'archéologue iranien. Le rempart sud, qu'il n'a pas été encore montré, mais peut-être il le sera tout à l'heure avec Philippe Marquis et Yves Bellman, et le rempart ouest, qui était aussi la première slide de cette intervention. Et puis les fouilles à Tepe Zargaron et Balaïssar, respectivement droite-gauche, où les équipes de la DAFA ont travaillé intensement. Là aussi, les comptes rendus de l'Académie d'inscription et des belles-lettres sont bien complets et denses d'informations. Les activités archéologiques et prospection se sont aussi effectuées à Herat,
en collaboration avec la mission afghano-allemande dirigée par Ute Franke. Les équipes de la DAFA et celles du DAI, ainsi que la Fondation Aga Khan pour la culture, ont mené des fouilles au Kala Ikhtiaruddin et au Kouandej de la ville. Shahriar Adl a également mené des observations sur le site de Bamiyan, mais aussi Messenac, ici une photo des fouilles de Bamiyan. Comme l'a fait Ute Franke pour Herat, mais de façon plus générale, Shahriar Adl a aussi mené une observation autour du patrimoine immobilier, qui va des tessons de céramique achéménide, comme dans ce cas à gauche, aux statuettes, aux chapiteaux sculptés à caractère bouddhique de Tepe Zargaran, jusqu'aux objets d'époque islamique, en haut, à droite. Comme nous l'avons vu, Shahriar Adl était non seulement directement impliqué dans les recherches de terrain, fouilles et prospection, mais il était aussi mandaté par l'UNESCO et par les autorités afghanes en tant que conseiller pour la sauvegarde du patrimoine, tant cher à la communauté internationale. Cela n'aurait pas pu se passer ainsi sans l'appui scientifique et diplomatique de la DAFA. Je voulais conclure avec 3 moments des activités de terrain, activités que ces spécialistes ont vécues tous à un moment ou l'autre, donc sont interchangeables. La photo, l'enregistrement, la documentation, le moment de la réflexion et puis le moment de la diplomatie. Merci beaucoup pour votre attention.